messieurs, chers amis, puisque finalement c'est presque une famille qui souvent se réunit ici, bienvenue pour cette nouvelle édition de Conversation Carrée, bienvenue surtout à notre hôte qui a beaucoup de qualité, et donc c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles nos partenaires du Centre culturel Leclerc et nous-mêmes, et ainsi que bien entendu Olivier Moni, qui est le magicien de ce moment-là, l'avons invité. Bienvenue donc à Monsieur Duguin, qui, je le disais, a plusieurs qualités. D'abord, c'est un très bon écrivain, ça je n'invente rien, chacun le sait, il suffit de lire chacun de ses livres, il a une plume féconde, en plus il s'exprime souvent sur des données qui nous dépassent un petit peu, pratiquement grecques, la douleur, la maladie, le destin, plein de choses dont il nous parlera tout à l'heure. C'est un cinéaste accompli, un amoureux du cinéma, un homme de lettres et d'images, c'est déjà beaucoup, et puis en plus, last but not the least, il est, comment dire, familier de la région, il comprend l'esprit girondin, même si c'est un homme d'aventure, et donc on va pouvoir creuser tous ces éléments, comment dire, à la fois contradictoires et puis en même temps qui se soutiennent les uns les autres. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on va vivre un moment encore une fois très agréable. Bienvenue et très bonne soirée à tous. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, je joins mes remerciements à ceux de Monsieur le maire pour cette 28e rencontre au carré. Je crois que depuis la première, j'avais l'ambition d'inviter Marc Duguin, comme quoi je peux faire preuve d'une certaine cohérence, parfois, pas toujours, mais là c'est le cas. Merci évidemment de la confiance dans mon honneur. Tous ceux sans qui cette manifestation n'aurait pas eu lieu et aussi et surtout peut-être ne se serait pas pérennisée. Toute l'équipe de la médiathèque aussi, évidemment, toute l'équipe de la ville de Saint-Médard autour de Jacques Mangon et de Elsa Dumas, son adjointe à la culture, et aussi, bien entendu, toute l'équipe de l'espace culturel Leclerc, partenaire depuis le premier jour. Permettez-moi juste une incise, pas très gai, mais je voulais quand même le dire. On a perdu aujourd'hui, on a perdu il y a quelques jours, quelqu'un qui avait été notre invité ici au mois de juin dernier, Eric Holder, qui nous a quittés de manière trop brutale et trop prématurée, je trouve. Je suis sûr que certains parmi vous devaient être là et conservent, comme moi, le meilleur souvenir de la rencontre avec cet homme qui est... On n'est jamais tout à fait triste quand un écrivain s'en va parce qu'il s'en va, il laisse quelque chose derrière, il laisse des livres, et en l'occurrence Eric Holder laisse une œuvre dont je suis absolument persuadé qu'elle demeurera. Mais voilà, je voulais juste dire que la soirée de ce soir sera placée aussi sous son signe. Pourquoi je voulais que Marc Duguin nous rejoigne? D'abord parce que je crois que c'est un souhait qui était assez largement partagé ici. Et aussi parce que Marc, la possibilité d'entrer dans la conversation qu'on a avec Marc sont absolument multiples. Vous avez rappelé, Monsieur le maire, très justement, l'écrivain qu'il est, qui est assez prométhéen, je trouve, le cinéaste qu'il est devenu, très fortement. Notamment avec son dernier film, qui est une adaptation de quelqu'un qu'on a reçu ici aussi aux Conversations au carré, Chantal Thomas, L'échange des princesses, film absolument magnifique, et qui, comme on dit pudiquement, a su rencontrer son public, ce qui n'est pas plus mal. Et puis la vie d'artiste de Marc Duguin a été précédée d'une autre vie. Il ne s'agit pas ici de faire sa biographie extensive, ce que je serais incapable de faire d'ailleurs, mais je pense notamment au fait que Marc a longtemps été un homme d'entreprise, et ça fait de lui un profil très singulier dans le paysage, parfois un brin incestueux de la littérature contemporaine française, et c'est pas plus mal de mon point de vue. Tout ça on le retrouve d'ailleurs, enfin tout ça et beaucoup d'autres choses dans ce petit livre qui est son dernier en date. Je vous précise tout de suite qu'il y a un nouveau roman de Marc Duguin qui va sortir au mois d'avril prochain chez Gallimard, donc rendez-vous est pris. Ce petit livre qui est sorti, je ne sais plus quand,
la rentrée en octobre, non, je pense, ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Ouais, non, mais si, je crois, le deuxième semestre 2018, j'en suis presque sûr. Oui, c'est ça, qui est sorti en septembre 2018, qui s'appelle Intérieur Jour, une très belle collection des éditions Robert Laffont, qui est un livre, comme souvent c'est le cas, des livres qui sont un peu des pas de côté du corps central de l'œuvre, qui est un livre où Marc Duguin nous dit peut-être des choses qu'il ne nous avait jamais dit aussi frontalement sur lui-même, sur son rapport à l'écriture, sur les sources de son inspiration, quelle qu'elle soit et quelle que soit la nature de ses écritures. Moi, c'est un livre que j'aime infiniment. C'est un des livres de Marc Duguin, pardon pour celui de Parade Imbécile, mais c'est un livre de Marc Duguin que je préfère. Alors, Marc, on l'a découvert tous il y a 20 ans, je crois, à peu près, j'aurais dû réviser, avec ce livre qui est devenu extrêmement important, qui a là aussi plus que rencontré son public et qui l'a fait rentrer de plein pied parmi les écrivains importants de ce temps. C'était donc il y a une vingtaine d'années, là on a l'édition poche, Pocket, La Chambre des officiers, livre dont on comprend très vite en le lisant qu'il peut avoir des résonances autobiographiques. Pardon. Marc, c'était il y a 20 ans, vous n'aviez pas 20 ans, mais déjà un peu plus. Avez-vous rêvé toute votre vie de devenir écrivain, de devenir romancier et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi d'ailleurs? Mais est-ce que la figure de l'écrivain, la figure, j'allais dire, un peu mythologique de l'écrivain, on parlait de figure mythologique en venant, en parlant de course, mais la figure du romancier est aussi une figure mythologique. Est-ce que c'est quelque chose qui a exercé une certaine influence chez vous? En vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation. Mais bonsoir à tout le monde, je suis ravi d'être avec vous autour de cette ville de Bordeaux où j'habite encore pour plus très longtemps, mais en tout cas j'ai passé 4 ans très très intéressants ici. Donc pour répondre à cette question, non, j'ai jamais imaginé être écrivain, en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit. Moi je voulais être musicien au départ, mais j'avais des problèmes d'oreille, donc j'ai pas pu être musicien. Donc après j'ai eu une vie tout à fait normale, avec des études, ensuite en travaillant. Et en fait ça a démarré avec La Chambre des officiers parce que c'était même pas une volonté littéraire, c'était juste que je voulais laisser le souvenir. Et c'était pas pour le grand public, c'était pour mes enfants. Parce que je suis très attaché à l'idée du passage d'une génération à l'autre. Et je voulais, aujourd'hui, si vous voulez, les grands-parents disparaissent, j'ai l'impression qu'ils disparaissent encore plus vite qu'il y a 50 ans. Et je voulais absolument laisser à mes enfants un témoignage sur qui avait été leur grand-père, défiguré pendant la guerre de 14. Et je savais... Leur arrière-grand-père, Marc. Leur arrière-grand-père, pardon. Je saute une génération. Et en fait, au départ, je ne voulais pas écrire un livre, je me suis dit, je vais écrire un scénario. Comme quoi, c'était plutôt le cinéma qui... Mais je ne savais pas écrire un scénario. Donc, c'est une technique assez particulière. J'en ai écrit pas mal depuis, mais là, je me suis dit, bon, le plus simple, c'est d'écrire un livre. Et donc, j'ai écrit pendant des vacances, quand j'étais dans l'aviation. J'avais pris 15 jours de vacances et j'ai dit j'ai 15 jours pour écrire, et je l'ai écrit en 15 jours. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu en fait, j'ai absolument pas voulu le faire publier, donc il est resté dans un coin chez moi. Et un jour à Paris, j'étais avec un producteur et il me dit je cherche une histoire sur la guerre de 14. Je lui dis, moi j'ai écrit une petite histoire, mais à mon avis c'est un peu glauque. On m'a montré au cinéma des gens défigurés, je pense que vous n'allez pas faire une entrée avec ça. Et il m'a dit, passez-le-moi quand même. Je lui ai passé, il m'a dit, ouais, pour faire un film c'est quand même un peu dur. Il y a quand même eu un film après, mais... et donc il a passé à un éditeur, qui l'a passé à un autre éditeur, j'ai rien compris de la façon dont c'est passé. Et qui m'a dit, finalement, Isabelle Lafont, éditrice chez La Thèse, m'a dit, écoutez, j'ai envie de vous publier. Je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Je dis, ça tombe bien, de toute façon, je n'avais pas l'intention que ça marche, puisque je n'avais pas l'intention d'être édité, donc il n'y a pas de malentendu entre nous.
Et aujourd'hui, oui, on est à 800 000, je ne sais pas combien. Enfin, c'est... Puis surtout, autant je ne suis pas du tout très friand de tout ce qui est prix, de tout ça. Moi, tout ce qui est médaille, tout ça, je réserve ça aux actes de courage et pas à la littérature. Mais c'est vrai que ma fierté, c'est que j'étais encore hier dans une école à Bordeaux pour en parler avec parce qu'il est au programme scolaire aujourd'hui dans certaines académies, donc ici, visiblement. Et je suis très très content qu'il soit étudié justement par des enfants qui ont l'âge de mes enfants quand j'ai écrit le livre. Et donc tous les ans, ça recommence. Et ça, c'est une fierté parce que c'est vraiment la transmission. Et après, je me suis remis à écrire par hasard, j'avais arrêté, puis j'ai recommencé. Et puis après, ça n'a plus fini, donc je me suis retrouvé écrivain malgré moi. D'ailleurs, j'ai bien pensé à vous, et comme c'est certain, pas mal de monde ces derniers jours, en voyant un groupe se réclamer des gueules cassées. J'ai dit que des fois, l'absence de culture pouvait poser problème, parce que avant de se réclamer des gueules cassées, il faudrait par exemple relire La Chambre des officiers, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Parenthèse refermée. Vous avez dit que vous avez écrit ce livre en 15 jours. Avoir envie d'écrire un livre, fût-ce pour sa famille proche, c'est une chose. Parvenir à l'écrire en est une autre, et surtout parvenir à l'écrire dans un délai aussi court. Alors, depuis, je suis un peu familier de vos capacités de travail, qui sont impressionnantes, mais quand même, c'est bien quand même qu'en écrivant ce livre, même si vous n'attendiez pas du tout que ce soit un début de carrière, évidemment, c'est bien quand même que vous avez eu la sensation d'être en pays de connaissance, parce qu'un livre s'écrit pas en 15 jours, si on n'en a jamais écrit, et que normalement c'est des remords, c'est compliqué, ça peut prendre des années, etc. Ce qui d'ailleurs ne signifie rien quant à la qualité ou non du livre, mais parvenir comme ça, c'est bien la preuve que vous étiez quelque part déjà chez vous. Je ne suis pas le mieux placé pour me juger. Hein. Ça s'est passé comme ça, et je pense qu'il y avait une urgence parce que ma grand-mère, qui avait à l'époque 90 ans, je m'étais dit, il faut absolument que j'écrive cette histoire, qui était l'histoire de son mari, et qu'elle puisse le lire avant de partir. Elle est partie à 95 ans, donc elle a eu le temps de le lire. Et j'ai longuement échangé avec elle sur le livre, donc de ce point de vue-là, c'était très réussi. Après, le fait d'être capable d'écrire un livre ou pas, moi j'avais aucune prédisposition. J'écrivais beaucoup à une époque, beaucoup de lettres. Maintenant ça a disparu avec Internet, c'est fini. Hein. Les lettres, la correspondance, tout ça c'est mort. Mais on a des centaines de lettres entre Fred Vargas et moi, où elle m'écrit, je lui réponds. Et on a comme ça, en tout cas c'est elle qui les a gardées. Je sais pas, quelque chose comme 500, 1000 pages, je sais pas, enfin un truc assez... On s'écrivait tous les jours en fait. Puisqu'on était... Je sais aux éditeurs que cette correspondance intéresserait. Oui, peut-être. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, c'est une correspondance d'adolescent. Parce qu'on était séparés, en fait, sa mère était ma marraine, on avait des liens très étroits. Et comme on était séparés, on s'écrivait tous les jours. Et donc j'ai commencé à apprendre à écrire comme ça. Sans chercher non plus un style particulier, mais... Et elle s'est mise à écrire de la même façon, sans crier gare. Et avec quel succès, quel talent? Et avec un succès invraisemblable, contrairement à moi, il lui a fallu du temps. Elle a écrit, je sais plus, 4 ou 5 livres qui sont restés complètement, quasiment dans l'anonymat, et puis après ça a explosé. Donc voilà comment on a commencé tous les deux. Alors écrire certes, mais vous ne me ferez pas croire quand même qu'il ne faut pas avoir, pour en écrire, qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir lu quelques-uns des livres. J'imagine que vous étiez quand même au moins un lecteur dans l'enfance, l'adolescence et après. Voilà. Quel lecteur étiez-vous? Quel lecteur aussi aujourd'hui êtes-vous? Moi j'étais un lecteur assez lambda, pour dire la vérité. J'étais en section littéraire, donc j'avais... après j'ai fait des maths, bon, ça c'était changement de programme comme on dit, mais moi j'étais un lecteur, je dévorais la littérature classique.
Par exemple, moi j'ai vraiment commencé avec Alexandre Dumas, parce que ça a été, ça a apporté mon adolescence. Et ensuite Balzac. C'est pour ça que d'ailleurs je reviens à Balzac maintenant, parce que j'ai une adoration pour cet écrivain, et que je suis en train de monter l'adaptation pour le cinéma de Jenny Grandet, que je devrais tourner normalement à la fin de l'année. Et donc, évidemment, Victor Hugo, 93, Zola, beaucoup, et puis les grands classiques russes, les Anglais aussi, Thomas Hardy. Donc je lisais pas mal, mais en même temps, j'avais beaucoup de choses à faire par ailleurs, donc je ne lisais pas comme un critique littéraire peut lire aujourd'hui. Et je voyais beaucoup comment. On ne lit pas que du Balzac par ailleurs. Non, c'est sûr. Mais je regardais beaucoup de films aussi. Alors c'était moins facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ce qu'on veut quand on veut. Mais l'enfance, l'adolescence, c'était où L'enfance, c'était en Afrique, ouais. où je suis né. Et ensuite, le retour d'Afrique a été un peu dur parce qu'on s'est installé, ma famille s'est installée à Grenoble. Et donc j'ai fait mes études jusqu'au bac à Grenoble, et puis après j'ai quitté Grenoble. Et j'y suis malheureusement retourné qu'en 2 occasions après, pour la mort de mon père et la mort de ma mère. Et en fait, c'est une ville avec laquelle j'ai un rapport assez compliqué, qui est une ville assez encaissée, mais j'aimais beaucoup la montagne. Donc voilà, l'enfance, l'adolescence se passe là. Mes parents avaient une maison en Dordogne aussi, donc c'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs à Bordeaux, puisque j'ai récupéré la maison, ensuite j'en ai acheté une autre. Et c'est comme ça que je suis parti de Paris pour me rapprocher de ma maison en Dordogne, et puis maintenant je repars plus loin pour d'autres raisons. Enfin, mais j'ai pas un ancrage particulier, puisque mon enfance c'est vraiment l'Afrique. Donc Je reviens en lecture, c'est Grenoble qui m'y fait penser, Stendhal aussi peut-être un peu, non? Ah oui, Stendhal, oui. Oui, bien sûr. Il y a même un lycée Stendhal à Grenoble. Alors, Balzac, on imagine, puisque vous êtes en train de travailler à l'adaptation de Jenny Grandet, mais ne l'auriez-vous pas vous fait? Est-ce que ces écrivains classiques qui vous ont formé, ces écrivains que vous continuez à lire aujourd'hui ou à relire, le cas échéant, pas systématiquement, mais... C'est ce qui s'est passé cet été. Je revenais d'Islande, où j'avais écrit le livre qui sort là au mois d'avril, a priori. Et quand j'ai fini d'écrire, je peux me remettre à lire, parce que quand j'écris, c'est difficile de lire en même temps. Et donc, j'étais dans ma maison en Dordogne, et dans cette maison, j'ai l'intégrale de Balzac, dans une édition papier velin, qui était une édition de mes parents. Et je me suis dit, tiens, je vais me remettre dans Balzac, et j'ai relu le Lys dans la vallée, et puis Eugénie Grandet. Et là, je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment un film à faire. Et c'est comme ça que l'idée du film a démarré. Et donc voilà, je relis les classiques. Je lis d'autres écrivains aussi, mais je suis assez difficile en fait dans les choix. C'est-à-dire que je sais que pour les critiques littéraires, même quand ça ne vous plaît pas, en tout cas les gens sérieux, vous allez jusqu'au bout. Moi, si je n'accroche pas dans les 15 premières pages, c'est fini. Je laisse tomber. Donc c'est très difficile parce que je démarre beaucoup de livres. En plus, ma femme est éditrice, donc on reçoit des tonnes de livres. Donc je regarde, je commence. Et puis de temps en temps, comme Sebald, là j'ai un coup de cœur et je lis tout. Pardon. Sebald. Austerlitz. Sublime écrivain. Pour moi, un des plus grands écrivains de cette époque. Il est mort en 2001, mais... donc voilà, j'ai pas de... Il faut qu'il se passe quelque chose, comme Carver, par exemple, que j'ai relu, qui est pour moi Carver, oui, qui est Tchekhov. Carver s'est inspiré de Tchekhov, et on le sent. Et moi, Carver, ça a été un des écrivains... c'est toujours des petites nouvelles, c'est presque chirurgical, mais c'est formidable. Donc j'ai pas de goût particulier. J'essaie de
Enfin, si ça m'emmène quelque part, j'y vais. Sinon. Toujours de la fiction quand même, hein, toujours de... Ah, moi j'ai des essais aussi, hein. J'ai écrit des essais. D'ailleurs, Oui, j'ai écrit on va en parler. un essai sur le numérique. Je travaille sur deux autres essais. Là. Un sur l'affaire qui est assez connue de la disparition du MH370, l'avion qui a disparu en Malaisie, que j'écris toujours avec mon ami du Canard enchaîné, Christophe Labbé. Et j'ai un projet d'essai aussi avec un des grands patrons du renseignement sur les manipulations et les attaques qui conduisent à essayer de détruire l'Europe, en fait. Voilà. Mais là, on en est vraiment aux prémices. On va y revenir. Je reviens à la littérature générale, comme on dit. Est-ce que vous aviez la sensation, en commençant à écrire vos premiers romans, que ça allait peut-être être la porte d'accès vers quelque chose dont on sent bien que c'était aussi votre biotope, naturellement, c'est-à-dire le cinéma? Ou le cinéma est un accident de carrière, comme l'avait été quelques années auparavant la littérature? Non, le cinéma, ça a été... Moi, j'aimais beaucoup le cinéma. C'est vrai que d'abord, il y a eu l'adaptation de La Chambre des officiers par Duperron, que j'ai trouvé très bien, très réussi. Et en même temps, je me suis dit, j'aurais pas fait comme ça. Donc là, c'est toujours un peu compliqué parce que je trouvais le film vraiment, vraiment réussi. Et en même temps, parce que c'était une histoire personnelle, je me suis dit, je l'aurais fait d'une autre façon. Donc j'avais envie de faire du cinéma, mais avoir envie, ça suffit pas. Je le dis tout de suite à ceux qui veulent faire du cinéma, ça suffit pas. Et il s'est passé une chose assez étonnante, c'est que une exécution ordinaire qui est sur la Russie, un producteur m'appelle et me dit écoutez, je voudrais vous acheter les droits de ce livre pour faire un film. J'ai dit bah écoutez, très bien. Donc on parle c'était sur la première partie du livre. Et puis au bout d'un moment, il me dit donc ça vous va? Je dis bah oui, très bien. Et je lui dis qui vous voulez prendre comme réalisateur? Et il me dit vous. Je lui dis moi, mais je n'ai jamais fait de cinéma, je ne sais pas faire un plan, je sais pas. Il m'a dit écoutez, vous savez écrire, et vous avez dirigé une compagnie aérienne, donc vous saurez faire un film. Parce que c'est à la fois artistique, et en même temps, il faut savoir gérer des équipes. Et comme sur un film, on est à peu près 80 dans les pics, il m'a dit je sais que vous tiendrez l'équipe, que vous tiendrez... Donc si ça vous tente, on y va. Et j'ai commencé comme ça. Et là aussi, sur le plateau de tournage, le premier matin, vous aviez... J'étais pas fier. Ouais. Honnêtement, je n'étais pas fier, parce que j'avais en plus André Dusselier en face de moi, qui est assez exigeant, qui est assez... et bon, tout de suite, il a fallu y aller. J'ai dit, bon, il faut que ça soit comme ça. Tout de suite, j'ai rien lâché. Et ça s'est bien passé. Après, j'ai fait un film pour la télé qui n'est pas très bon. Je vous le recommande si vous avez un soir où vous n'avez pas envie de voir un film, ne le regardez pas. Il continue à passer un peu en boucle. Et il a, évidemment, comme souvent, il n'est pas très bon et il a très très bien marché. Donc c'est une horreur. Parce qu'il continue à le diffuser. Je vois mes droits. Je dis non, il continue, c'est pas possible, il faut l'arrêter. Donc j'ai fait ce film-là, après j'ai fait La Malédiction d'Edgar, qui était l'adaptation de mon livre en anglais, avec des acteurs anglais, américains, irlandais, etc. Là pour la télévision, pour pour Canal+, et puis les télévisions internationales. Et j'étais toujours pas persuadé d'être vraiment réalisateur. Et en fait, celui qui m'a convaincu, c'est Brian Cox, qui était le personnage principal, qui a joué avec tous les grands réalisateurs, Clint Eastwood, comment il s'appelle, c'est celui qui a fait le film sur tueur en série, sûr, David, ça m'échappe. Enfin bon, c'est un acteur écossais qui vit à New York et qui a fait... Oui, Graham Cox, grand acteur. Et je pensais pas qu'il voudrait faire le film, mais en fait il avait beaucoup aimé le scénario, il m'a dit je vais faire le film. Et après le film, c'est là où ça a été important, il m'a dit écoute, je vais te dire un truc, n'arrête pas le cinéma. De tous les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé, tu fais partie des deux que je préfère.
J'ai dit, c'est qui l'autre? Il n'a pas voulu me dire. Bon. Donc, j'ai dit comme ça te laisse la porte ouverte, tu peux dire ça à tout le monde. C'est assez malin. Mais du coup, ça m'a donné confiance, parce que je sais pas que j'étais dans l'hésitation, j'avais fait 3 films, donc je commençais à savoir faire. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le projet de l'échange des princesses. Et là, le film, pour le coup, me plaît. Et en plus, il a très très bien marché. Donc voilà, ça y est, maintenant je suis un peu installé, comme on dit, dans la profession. On termine avec le cinéma, puisqu'on a commencé comme ça en principe conversation avec eux et avec Tête. Là, il y avait quelque chose de particulier, l'échange des princesses, parce que c'est plus vous que vous adaptiez, c'était le livre d'un autre écrivain, Chantal Thomas, donc. On dit une écrivaine maintenant. Et d'une autre écrivaine. Une écrivaine, ouais, je vous le dis parce que après vous pouvez avoir des ennuis avec des. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Faites attention à ça. Entre ceux qui m'obligent à écrire auteur, autrice, ou suivant les journaux, ça semble pas très défini encore. Vous n'êtes pas dit, oh là là, quand je m'embarque, ça va être compliqué. Déjà, vous pouvez raconter comment ce livre vous est tombé dessus de manière assez impromptue, puisque je crois qu'on doit se lire. Ça serait une vraie histoire, ouais. Ouais. En fait, ma femme, qui est éditrice, écoute beaucoup Le Masque et la Plume. Bon, moi, je l'écoute aussi de temps en temps, sauf quand il s'agit de moi, évidemment. Parce que je suis assez rancunier, donc je préfère éviter d'écouter. Bon, par chance, ça se passe plutôt pas mal. Et donc, elle écoutait l'émission cinéma, et elle entend dire Jérôme Garcin, qui se trouve par ailleurs être un de mes meilleurs amis, dire le livre de Chantal Thomas, L'échange des princesses, ça fera un film formidable. Et elle me dit, écoute, voilà, ton copain Garcin a dit ça, donc tu devrais le lire. Je lui dis, mais moi j'ai pas le temps de le lire, parce que j'étais en train de travailler sur une série. Je lui dis, j'ai pas le temps de lire, là je suis déjà à 15 heures par jour, c'est pas possible. Je lui dis, lis-le, si c'est vraiment bien. Donc elle le lit, elle me dit que c'est un film pour toi. C'est un film pour toi, c'est l'histoire, la grande histoire, les enfants, le rapport à la mort, le rapport à plein de choses qui sont dans ton travail. Et là, je dis, le problème, c'est que j'ai vraiment pas le temps de le lire, mais je vais quand même appeler, savoir si les droits sont libres. Si les droits sont libres, je lirai le livre. Et donc, j'ai appelé Le Seuil. J'ai dit, est-ce que les droits du livre de Chantal Thomas sont libres ou pas? Je connaissais pas Chantal. Et donc, ça prend un peu de temps, et ils me répondent en disant, oui, mais pour l'instant, enfin, il y a des offres, mais pour l'instant, les droits sont libres. Et là, ça a été très sympa, et Chantal Thomas serait ravie que vous le fassiez. Je dis, bon, ça m'honore, compte tenu que j'ai pas quand même un passé de réalisateur extraordinaire, donc du coup, je l'ai lu. Et alors là, c'est ce que j'explique dans Intérieur Jour, c'est que j'ai décidé de le faire avant de savoir pourquoi je le faisais. Et donc j'ai appelé mes 2 associés avec lesquels on a une société de production à Paris, et je leur ai dit, il faut que vous le lisiez, parce que lundi matin, j'achète les droits. Et ils l'ont lu un dimanche, ils m'en ont beaucoup voulu d'ailleurs, et ils m'ont rappelé tous les 2 en me disant, c'est formidable, c'est hyper casse-gueule. C'est à peu près ce que tu peux nous proposer de pire. En costume, c'est 20% plus cher qu'un film sur la banlieue. Bon, la banlieue, c'est pas trop mon truc, au niveau cinéma. Des enfants, ça veut dire des temps de tournage limités. Et évidemment, 1 million d'euros de costumes, et les décors, les châteaux, etc. Ils m'ont dit ça, on va y aller dans la joie, mais on va se faire rétamer, mais on va se faire déchirer. Je dis, bah, c'est ça qui est intéressant, sinon c'est pas la peine d'y aller. Donc, et donc on a fini au bout de 3 ans par arriver à le faire. Donc j'ai eu le temps même d'écrire, c'était tellement long et tellement compliqué que j'ai eu le temps d'écrire mon dernier roman, Ils vont tuer Robert Kennedy entre les 2. Bon. Et puis un jour, j'étais au Festival de Cannes et le téléphone a sonné et l'argent qui nous manquait est arrivé, comme ça, sur un plateau. Et donc, on a commencé à tourner, du coup on a tourné en Belgique. Et pour revenir à la question, moi j'étais très content d'adapter le livre de quelqu'un d'autre. En
En fait, j'en ai vraiment marre d'adapter mes livres. Parce que ça, je l'ai fait, bon, c'est fait, mais c'est difficile parce que c'est se remettre dans quelque chose qu'on a écrit dans une certaine humeur, dans une certaine disposition intellectuelle, artistique si on veut, mais s'y remettre, faire le scénario soi-même, le découper, et ensuite retourner cette histoire qu'on connaît déjà, je trouve ça, bon je l'ai fait 3 fois je crois, mais c'est bon. Je préfère soit faire adapter des livres d'autres, comme Balzac, c'était pas mal. On est assez tranquille au niveau de la qualité de base, ou bien écrire des scénarios originaux. Et vous avez souhaité, ça peut être faire entrer le loup dans la bergerie, il y a des exemples foisonneux dans l'histoire du cinéma, mais vous avez souhaité que l'auteur du livre, l'auteur donc, Chantal Thomas, participe à l'adaptation. Vous avez travaillé avec elle à l'adaptation de son propre livre. Oui. Je sais que ça s'est très bien passé, c'est pas la question, mais ça peut être assez dangereux, ça, non? C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux, mais en même temps, je crois qu'à partir du moment où on prend les droits d'un livre, par respect, il faut essayer d'associer celui qui a écrit ou celle qui a écrit le livre. Pour la simple raison que je pense que une fois j'étais avec Jean-Jacques Hano et il me racontait son aventure avec Marguerite Duras quand il lui avait acheté les droits de... Il n'était pas tombé sur la plus simple, ceci dit. Et ça a été horrible, ça a été quelque chose elle l'a insulté, l'amant de la Chine du Nord, enfin, c'était l'amant. Et c'est vrai que quand il m'a raconté ça m'avait beaucoup marqué. Et moi, je me souvenais aussi que Duperron, quand il a acheté les droits, enfin, le producteur a acheté les droits de la Chambre des officiers, Duperron a dit « Moi, je fais le scénario tout seul, j'ai besoin de personne ». Il m'a même pas soumis le scénario, rien. C'était très... bon, moi, je suis plutôt assez facile, donc j'étais pas... Puis je l'ai dit tout à l'heure, le film est très bien, donc... Et j'avais été un peu frustré qu'il n'y ait pas au moins, sachant qu'en plus c'était une histoire familiale, qui ne m'ait pas consulté, qui n'ait pas eu de... En même temps, je n'étais pas très disponible à l'époque non plus, donc enfin, c'était un peu compliqué. Donc là, c'était... Et puis Chantal Thomas est tellement sympa et tellement marrante que, en fait, on a passé... En fait, on n'a pas écrit le scénario ensemble, on a passé notre temps au resto, à manger, à picoler, à se raconter des blagues. Et moi, je lui ai dit, écoute, dès le départ, je lui ai dit, tu sais, on ne pourra pas écrire à deux, parce que ça n'existe pas. Comme c'est moi qui vais tourner, c'est moi qui vais écrire, c'est moi qui vais découper, et au fur et à mesure, je vais te soumettre. Et tu me diras qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui ne te va pas, est-ce que tu veux rajouter des choses, est-ce qu'il y a historiquement... Et ça s'est passé comme ça, j'ai écrit tout le scénario en lui passant, et à la fin, elle m'a dit, bah, c'est super... allez, on y va comme ça. Et voilà, ça c'est... Et après, elle est venue sur le tournage, après on a fait la promotion du film ensemble. Depuis, on est très très liés. Donc, de ce point de vue-là, c'était très positif comme aventure. Alors, je reviens au livre. Comment ça naît un livre de Marc Duguin? Je pense à, par exemple, ce roman qui est formidable, qui est un de ceux qui a eu le plus de succès, Une exécution ordinaire, qui est votre roman russe à vous, comme dirait Emmanuel Carrère. Voilà. Quelle est l'étincelle de vie? Ça peut être un fait divers, ça peut être un article dans un journal. Enfin, comment naît un truc et à quel moment vous dites, voilà, ça c'est un livre, ça sera un mais parce que je sais que vous êtes extrêmement prévoyant, vous avez des projets de livres en avance. Non, pas tant que ça en ce moment. Pas tant que ça? Non, ouais, j'en ai un, mais pas deux, pas trois, pas... Ouais. Ben, l'exemple le plus significatif, c'est d'ailleurs le livre que j'ai écrit. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est de tous les livres que j'ai écrits, celui que je préfère, qui a vu des géants. Et en fait, j'étais à Casablanca, j'habitais à Casablanca à l'époque, et je regardais la télé, ce qui est assez rare chez moi. Et je tombe sur un documentaire sur un tueur en série. Et les tueurs en série, il n'y a rien qui m'intéresse moins qu'un tueur en série, en fait. Je m'en fous des tueurs en série.
Et d'un seul coup, je vois ce type qui se met à parler et qui dit des choses d'une intelligence sur lui-même hallucinante. Et donc j'ai gratté, comme on dit dans le métier. Juste, on peut rappeler le tueur en série en question, puisque... Oui, c'est Edmund Kemper qui a tué beaucoup de jeunes filles, et ensuite qui a tué sa mère, qui a tué ses grands-parents, enfin, il a tué tout le monde. Et je trouvais le personnage fascinant, mais vraiment fascinant. Et du coup, j'ai appelé mon éditeur le lendemain, j'avais un autre projet, je ne sais plus lequel, et je lui ai dit, écoute, je change. Je vais partir aux États-Unis et je vais travailler sur un tueur en série, je vais reconstituer tout ce qu'il a fait, je vais aller sur ses traces. Oui, c'est David Fincher, voilà, sa mère dont je parlais tout à l'heure à propos de Brian Cox, qui a, sur ce film, qui a travaillé sur aussi un tueur en série. Et donc je suis parti, je suis resté des semaines, j'ai refait tout le parcours, j'ai rencontré, enfin bref. Et le livre est parti comme ça. Et je l'ai écrit en faisant la route, en fait, aux États-Unis. Je vais en reparler parce que je suis persuadé qu'il y a un formidable journaliste chez vous aussi, et vous savez que dans ma bouche, je ne sais pas émerger. Il ne manquerait plus que ça, que je sois journaliste en plus de tout le reste. Mais ouais, j'ai un peu de temps. Mais il y a toute une partie enquête. Enfin, vous n'avez pas dit, une fois que vous avez vu ce film, je me fous à ma table de travail, devant mes feuilles blanches ou mon écran, et j'y vais. Non, il y a toute une partie enquête, investigation, dont je soupçonne fort qu'elle ne vous déplaise pas. Ça dépend. Il y a des moments où j'ai pas envie. J'ai envie d'écrire un roman où il y a zéro enquête. Dans ce cas-là, c'est peut-être même un peu plus littéraire, de fait. Après, j'ai mes obsessions. Les obsessions, évidemment, il y a le rapport au mal, c'est-à-dire la compréhension du mal. C'est quelque chose qui me fascine. Dans les sous-obsessions, il y a les Kennedy, les Kennedy, l'assassinat des Kennedy, des deux frères Kennedy, et la fin de la démocratie aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui on a un bouffon pot de fleurs qui tweet toute la journée, donc ça veut dire que la démocratie va quand même très très mal. Et voilà, les sujets. Ce qui m'avait beaucoup touché aussi, c'était le Kursk, parce que oui, toute cette histoire de ce sous-marin russe dont on a laissé mourir l'équipage pour ne pas dire la vérité sur ce qui s'était passé. C'est la première fois que Poutine a œuvré, d'ailleurs, après il n'a pas arrêté de tuer du monde, mais c'est la première fois qu'il a tué des jeunes en plus. Et ayant des connexions avec la mer, j'ai fait du sous-marin, bon bref, donc tout ça c'est relié, et la sauce a pris, et à partir du moment où j'ai décidé de... Mais c'est une décision difficile de partir sur un sujet, je me méfie toujours, c'est-à-dire que je me dis je vais y aller, on va voir si ça tient, j'attends un peu, parce que quelquefois c'est quand même partir pour 1 an, 2 ans, même si j'écris pas, je ne mets pas 2 ans pour écrire un livre, mais la gestation, la réflexion, la pensée qu'il y a avant, parce que tout le monde me dit ouais, tu écris très vite tes livres, 15 jours pour la chambre des officiers, 45 jours pour la direction des gares, oui, mais ça ne compte pas le temps que j'ai passé à penser au livre. Après, écrire, pour moi, c'est très facile. Mais c'est penser avant qui est compliqué. Et qui est compliqué, qui demande d'avoir une vraie réflexion par rapport à un sujet, par rapport au monde. Donc les sujets viennent comme ça. Et le prochain livre, pas celui qui sort là, mais celui d'après, par exemple, c'est venu d'une projection qu'ont fait mes associés, là, puisque ça a été maintenant les techniques de cinéma, c'est très compliqué le financement. Et Cuarón a fait un film. Alors il se trouve que Cuarón, je ne sais pas si vous connaissez Cuarón, Gravity, tout ça. Et il a écrit Gravity avec son fils, Jonas Cuarón. Et Jonas Cuarón a fait son premier film qui s'appelle Desierto, qui se passe à la frontière mexicaine-américaine. Et j'ai produit ce film. Et donc, les Cuarón, le père Cuarón est venu chez nous faire la post-production avec son fils. Donc, bon, et j'ai vu son dernier film, qui est un chef-d'œuvre, qui s'appelle Roma. Je vous le conseille si vous avez Netflix, puisqu'il est que sur Netflix. Moi, j'ai eu l'horreur de le voir en projection. Et ce film m'a débloqué sur un truc qui était l'histoire de mon père, en fait. Puisque dans ce film, lui raconte l'histoire de sa famille. Et moi, je n'ai jamais raconté l'histoire de mon père. Et du coup,
Là, je suis encore hésitant à savoir si je fais un film ou un livre, ou les deux, peut-être. Mais ça m'a complètement débloqué. Et du coup, en fait, j'ai écrit, dans les 10 jours qui ont suivi, j'ai écrit le film de l'histoire de mon père. Et là, maintenant, j'ai le film et je me dis, j'ai peut-être envie d'écrire un roman. C'est un peu bizarre. Alors justement, j'ai demandé à quel moment on sait que, et pourquoi, enfin, que c'est plutôt un film, c'est plutôt un livre. À partir du moment, comme diraient les cuisiniers, les grands cuisiniers parlent toujours de la passion. À partir de moi, il y a quelque chose d'un peu passionnel qui se passe, une tension. Il y a une tension qui fait que d'un seul coup, je ne commence à vivre que pour le projet. Enfin, vivre, je parle du point de vue de la création, évidemment, je vis à côté quand même. Mais, et à partir de ce moment-là, je me dis, ça devient une obsession. Et là, si ça demande de la documentation, je vais tout fouiller, je voyage, je vais sur place, j'enquête, je fais des choses très compliquées parfois pour savoir ce que je veux savoir. Et après je m'y mets, tranquillement. Alors il y a une chose que j'aime beaucoup chez Marc Duguin, parce qu'elle est là aussi très singulière dans le paysage littéraire français et contemporain, c'est qu'il n'est pas le seul à être assez fasciné, mais je ne serai peut-être pas d'accord avec cette présentation d'ailleurs, à être assez fasciné par les États-Unis, mais alors, en général quand les écrivains américains, et singulièrement les romanciers français, se mettent à faire des romans américains, entre guillemets, c'est au mieux un pastiche, au pire une pantalonnade, quoi. Mais je ne citerai pas de nom, ce serait désobligeant. Mais il faudrait quand même que c'est beaucoup pour que j'en cite quand même d'autres. Je sens que vous êtes tenté. Non, vous, alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que vraiment, alors vous avez parlé des Kennedy tout à l'heure, mais effectivement, il y a votre livre sur Kennedy, il y a votre livre sur Edgar Hoover, La malédiction d'Edgar, qui est ici, qui est un livre que j'adore. Et accordez-moi ce compliment, moi j'ai beaucoup lu sur Hoover des livres américains, et j'étais à 100 lieues d'imaginer qu'un romancier français puisse écrire aussi justement, sur ce qui me semble être juste, sur Hoover. Il y a L'Avenue des Géants dont vous avez parlé tout à l'heure, j'en oublie certainement. Il y a le livre, votre dernier roman paru en date sur l'assassinat, enfin, entre autres, de Robert Kennedy. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que comme ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une fascination, répulsion aussi sur le modèle américain. Et puis, est-ce que vous avez conscience du fait que vous échappez au risque du pastiche, quoi? C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de Raymond Carver, sublime écrivain, le Tchekhov américain, effectivement. Le nombre d'écrivains français qui essayent de faire du Carver, c'est absolument épouvantable. Ah bah si on essaye de faire quelqu'un d'autre, c'est mal barré, hein, en général. Là-dessus, moi, je ne vais pas juger les autres, je ne sais pas, j'ai pas vraiment lu non plus ce qu'ils ont fait. Sur les Kennedy, ce qui est... moi, j'ai commencé à m'intéresser aux Kennedy, j'avais 16 ans. Et pour des raisons assez simples, c'est que mon grand-père vient d'Irlande. Et donc les Kennedy, si vous voulez, en Irlande, tout le monde a une photo des Kennedy et du pape chez lui. Enfin, je parle pour les catholiques. Et donc les Kennedy, ça faisait partie de la famille. Quand John Fitzgerald Kennedy a été assassiné, c'est la seule fois où j'ai vu mon père pleurer. Et donc ça m'a... Moi j'avais 6 ans, je crois, oui, 6 ans, c'est ça. Et donc j'ai le souvenir encore de le voir dans le couloir, arriver et dire ils ont tué Kennedy. Et ensuite c'est devenu une passion pendant mes études. Et puis après, moi j'ai vécu aux États-Unis et j'ai travaillé aux États-Unis. Donc évidemment, et j'avais la chance d'avoir appris l'anglais en même temps que le français, donc j'avais cette facilité de... mon grand truc c'est d'imiter tous les accents aux États-Unis. Je fais des petits spectacles en famille là-dessus. Bon, ça, il faut un petit passe-temps comme un autre. Les accents irlandais aussi sont pas mal. Et donc j'étais là-dedans. Et quand on a travaillé à New York comme moi, on a vraiment vécu aux États-Unis, enfin, même si c'est pas toute l'Amérique, mais j'ai beaucoup voyagé dans les États-Unis, j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai effectivement ressenti, et là c'est vraiment très subjectif comme peut l'être un écrivain si j'en suis un, c'est
toute la mystification qu'il y a autour des États-Unis, que j'adore d'un certain point de vue, et que je déteste d'un autre point de vue. Et donc ça m'a nourri, effectivement. Il y a à la fois une forme de fascination et de répulsion. Et c'est vrai que quand j'ai fait l'enquête sur la MH 370 et que j'ai commencé à taper sur la CIA, tout ça, que j'ai été menacé de mort, enfin bon, là j'ai senti, j'ai pas été étonné. Tout le monde me disait, mais t'es étonné de... Je dis non, je suis pas étonné, je sais comment ils sont, je les connais. Et c'est vrai que ça continue à m'intéresser. Enfin, après, on parlait de littérature tout à l'heure. C'est vrai que la littérature américaine, j'en ai lu autant que la littérature française, probablement. Que je l'ai lu parfois en français, parfois en anglais. Et justement, qui sont vos, outre Carver dont vous avez déjà parlé, qui sont vos espèces de tuteurs dans le champ de la littérature américaine? Moi j'adorais Jim Harrison. Jim Harrison, ouais. C'était un auteur absolument magnifique. Hemingway, j'avais proposé à Antoine Gallimard, j'ai dit le jour où je serai vraiment à la retraite, donc il faut encore attendre 20-25 ans, je veux bien refaire la traduction d'Hemingway, qui avait été faite par Jean Dutour, avec des expressions françaises des années 30, c'est épatant. Qui dit c'est épatant aujourd'hui? Personne ne dit plus ça. Donc, et Hemingway a perdu en force, en puissance, parce que la traduction est totalement surannée. Et donc Hemingway, quand on le lit en anglais, c'est un écrivain absolument fabuleux, Dos Passos aussi. Enfin bon, je pourrais en citer évidemment des dizaines et des dizaines. Et donc, c'est vrai que la littérature, en tout cas, je dirais dans ma façon d'écrire, je suis plus influencé par la littérature américaine que par la littérature française. C'est-à-dire que le sujet, pour moi, est plus fort. Après, le style, il est au service du sujet. Chez les Français, c'est un peu différent. Il compte quand même, parce que Carver et Hemingway, c'est de grands stylistes. Oui, il compte. Mais c'est un peu, je dirais que c'est presque malgré eux. C'est-à-dire qu'il y a un style qui s'est développé, mais il y a la force du sujet vers lequel ils vont. Et ensuite, ce qui est moins le cas avec les écrivains français, qui parfois sont dans une volonté de plaire par le style, et qui oublient un peu de construire une histoire qui tient un peu la route derrière, et qui emmène le lecteur quelque part. Alors, une autre obsession chez vous, qui est tellement évidemment une obsession que j'en finis à me dire que c'est peut-être une fausse piste, le pouvoir. On a parlé des Kennedy, on a parlé d'Edgar Hoover, qui était vraiment au cœur, le pouvoir caché, mais c'est une anthologie que le pouvoir soit caché, peut-être. Il y a votre série romanesque L'Emprise, il y a eu 3 tomes, j'en ai qu'un là, autour de la vie politique française et des lieux de pouvoir, et singulièrement les premiers d'entre eux d'ailleurs, l'Élysée. Vous tournez beaucoup autour de cette question de l'organisation secrète de la société et du pouvoir. Ce qui d'ailleurs a pu vous faire accuser, à mon avis de façon fallacieuse, de verser parfois dans un certain complotisme d'époque, mais c'est encore un autre sujet. J'assume bien. Ouais. J'assume bien. J'ai fait des chroniques dans les Échos toutes les semaines, je continue. Je tape à fond. Tout le monde s'étonne, je ne sais pas, il était encore viré, mais ça va bien. Mais non, le complotisme, non, je ne suis pas du tout complotiste au sens où on l'entend aujourd'hui. Simplement, je pense que c'est très très facile d'expliquer cet intérêt que j'ai pour le pouvoir et de fait aussi cette répulsion. C'est-à-dire que le fait d'avoir été élevé, quand je suis arrivé en France, au milieu des défigurés de la guerre de 14, dans le château des Gueules Cassées, le fait d'avoir vécu ça à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, ça a forgé chez moi une conviction que les gens de pouvoir peuvent emmener le citoyen lambda au massacre avec une légèreté insoupçonnable. Et donc, j'ai eu très très vite une méfiance en fait pour le pouvoir.
Et c'est vrai que j'ai toujours eu une grande méfiance pour les idéologies, c'est pour ça que je dis toujours, j'ai dit à Alain Juppé il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire, que j'étais d'extrême centre, mais parce que je ne peux pas, je n'arrive pas en fait à... dès que les choses deviennent... Je vois toujours le bon et le mauvais côté des choses, je suis jamais... C'est pas de l'indécision ou d'être d'extrême centre, c'est pas d'être mou, c'est pas ça, je peux être très virulent sur certains sujets, mais j'ai toujours eu très très peur des idéologies et où elles mènent en fait. Et donc sur le pouvoir, oui, parce qu'en plus, il se trouve que j'ai pas mal de connexions dans le journalisme d'investigation, j'ai des journalistes d'investigation sur un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe parfois derrière la glace, c'est assez intéressant. Et ça m'intéresse. Et ça, je ne sais pas si c'est une obsession, peut-être moins maintenant, en fait. Parce que la politique ne me passionne pas. C'est pas mal écrit sur la politique, quand même. Oui, j'écris toutes les semaines, parce que je fais le journal de Macron et les Gilets jaunes là, dans les Échos là, en ce moment. Parce que j'ai ça en plus de tout. Oui, c'est ça. J'aurais proposé de démissionner, pas pour l'instant, donc je retire ma démission, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais en même temps, c'est amusant d'avoir une page toutes les semaines où on peut un peu s'amuser, en tout cas commenter l'actualité. Donc ça m'intéresse, oui, ça m'a intéressé de rencontrer les présidents, par exemple. J'ai eu des tête-à-tête avec les présidents. Ça m'intéresse parce que la psychologie du pouvoir m'intéresse aussi. Quels sont les ressorts du pouvoir? D'où ça vient, où est-ce que ça mène, enfin, à vous dire, on a l'impression que le pouvoir est de nature monstrueuse. Je dis bien de nature monstrueuse. Il peut l'être. Ouais, Staline, Hitler, Hoover, les hommes de pouvoir, c'est du lourd, c'est pas peut-être pas les Kennedy, même s'il y a des choses, mais que ce soit, oui, Staline, que ce soit Edgar Hoover, que ce soit des monstres de haut fond, si j'ose dire, de votre série d'emprise. Ça travaille la question de la monstruosité quand même. Non, d'ailleurs je dis la monstruosité, c'est incorrect de ma part. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, du mal. Ce sont des figures du mal plus que des figures du pouvoir. Oui, il y en a. Après, il y a des gens bien aussi. Mais c'est difficile. La politique, par exemple, c'est un milieu que je vois moi de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est un milieu extrêmement constricteur. Et c'est intéressant de regarder ça, c'est intéressant, surtout que là on est dans une époque qui est particulièrement intéressante, qui est quand même, c'est pour ça que j'ai ce projet de livre avec cet homme assez haut placé, même très très haut placé dans le renseignement sur, c'est compliqué, évidemment on ne peut pas tout dire et on ne peut pas le dire n'importe comment, mais aujourd'hui ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe, la façon dont et les Américains, et les Russes, et les Chinois essayent de nous affaiblir, ça passionne. Parce que pour moi je suis très pro-européen, même si je fais partie des gens qui reconnaissent tous les abus technocratiques qu'il y a pu y avoir à Bruxelles et qui continuent à y avoir d'ailleurs. Mais l'Europe, c'est une grande idée, et en même temps, si on se retrouve tout seul, ça va être très chaud pour nous dans les décennies qui viennent. Donc, et c'est très intéressant de voir comment cette guerre, qui est une guerre larvée, mais en même temps très active, se trame et s'exécute aujourd'hui. Donc ça me passionne. C'est pour ça que je fais des essais de temps en temps, parce que le roman, alors évidemment, ça fait beaucoup de choses. Le cinéma, j'écris des séries, là, j'ai fait une série pour les Coréens, ça fait beaucoup, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais je ne fais que des choses qui m'intéressent, en fait. Et les essais, je trouve ça très intéressant, parce que c'est un travail avec Christophe Labbé qui dirige tout ce qui est renseignement, police, justice au Canard enchaîné, qui est mon ami le plus proche. C'est ce livre autour de l'hydre numérique. Sur la révolution numérique, oui, sur la révolution numérique, je pourrais vous faire une conférence là, qui s'appelle L'Homme nu. C'est assez passionnant ce qui se passe. Et comment on est en train de s'asservir dans une douceur absolue à des technologies qui, à mon avis, nous préparent à du très bon et au pire aussi, comme toujours, parce que rien n'est jamais blanc ni noir. Et tout ça, ça passionne. Donc,
moi, c'est l'intérêt intellectuel qui me pousse. Après, il y a aussi l'intérêt artistique. Le cinéma, c'est plus la volonté artistique de mettre en image quelque chose. Mais la littérature, parfois aussi, pas toujours, mais et les essais, je trouve ça intéressant d'en faire aussi. Alors, moi je trouve qu'il y a un vrai, pardon pour la cuistrerie, comme le disait Henry James, un vrai motif caché dans le tapis dans votre œuvre, et c'est ce que je trouve on comprend mieux en voyant votre film, L'échange des princesses, et puis en lisant ce petit livre, Intérieur jour. Je dis ce petit livre, c'est parce qu'il est moins épais que d'autres. C'est l'enfance. Moi, je trouve qu'il y a une part d'enfance préservée chez vous absolument incroyable. L'enfance bafouée aussi, comme dans L'échange des princesses. Autant le pouvoir, tout ça, c'est... Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait évident. Pas persuadé qu'on... Bien sûr. Mais l'enfance, ça me paraît très important chez vous. J'ai juste une petite anecdote sur Petit Livre. C'est intéressant que vous ayez dit ça parce que un soir, j'étais invité, c'est vraiment une histoire, c'était très drôle, j'étais invité chez des amis, je ne savais pas qui ils avaient invité. Et ce matin, ce jour-là, j'avais fait une chronique absolument... j'avais descendu en flamme Dominique de Villepin, mais descendu. Et moi, j'arrive au dîner, et évidemment, je n'avais pas le code. Et là, je vois une voiture toute noire qui s'arrête. Et ma femme se retourne et me dit tiens, il y a ton copain qui arrive. Comment ça? Et c'était effectivement Villepin qui venait dîner avec nous. Et il a été très sympa. Et à la fin, il a eu ce truc, j'ai trouvé ça génial. Et il a dit bon, qu'est-ce que je vous souhaite, Marc? D'écrire un grand livre. Voilà, il a eu sa revanche. Je lui ai dit pas mal fait, c'est pas mal joué. C'est pas mal joué, je lui ai dit. Pas mal. Il a été pire avec la personne qui nous invitait, qui écrit des livres aussi, je ne la nommerai pas, il lui a dit « Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Juste d'écrire tes livres. » Bon, il se trouve qu'elle effectivement, elle a des nègres d'ailleurs qui se battent en disant « Mon livre de machine est meilleur que ton livre de machine. » Et donc Villepin a fini comme ça en beauté. Donc voilà, c'est juste une anecdote sur un grand livre, ou un petit livre. Sur l'enfance, oui, sur l'enfance, c'était... c'est le moment qui est quand même assez fondamental dans l'existence. C'est là que tout se... Pour la génétique, on sait qu'elle a sa part, mais l'enfance conditionne... on est un animal extrêmement conditionné, il faut le reconnaître. Donc ça pose la question, qui est une question centrale pour moi, la question du libre arbitre et de la volonté. C'est pour ça que d'ailleurs, pas le livre qui vient, mais le livre d'après s'appellera La volonté, c'est là-dessus. Où commence et où finit la volonté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui disent « Ouais, ben moi je m'en sors pas, je suis un machin ». Et on dit « Ouais, mais ils n'ont pas la volonté ». Et en même temps, est-ce qu'ils peuvent l'avoir, la volonté? Est-ce qu'ils l'ont en eux? C'est ça la vraie question aussi. Donc c'est une vraie question, je trouve, contemporaine, la question de la volonté, et donc la question de l'enfance, selon le milieu dans lequel on est né, selon la façon dont on a été traité, la façon dont on a été aimé ou pas par ses parents, on a été entouré ou pas, et ça me touche énormément, et c'est pour ça que l'échange des princesses, il y avait... c'est sur l'enfance de prince, donc normalement c'est des gamins qui ont tout pour eux, surtout Louis XV. Il devient roi de France, la première nation, la nation la plus puissante au monde, à 11 ans. On a l'impression que tout est merveilleux. Et en fait, non, son enfance est totalement hypothéquée par les drames qu'il a vécu, la perte de ses parents, de son frère, de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, enfin il a perdu tout le monde. Et je trouve ça très touchant de montrer l'histoire de cet enfant à travers ça. Y a-t-il, moi j'en ai encore peut-être une ou deux, mais y a-t-il à ce moment de votre conversation qui touche à sa fin quand même, les gars honneur, y a-t-il des questions dans la salle, des réflexions? Bon, j'ai bien fait de venir. C'est la première qui est la plus dure après ça. Monsieur le premier adjoint, oui, absolument.
Alors, on va vous donner un micro, oui. Merci. Donc, simplement, je voulais vous dire que d'une part, vous avez parlé de la passion que vous avez pour le pouvoir. Vous avez cité les chroniques que vous écrivez de couleur jaune. Moi, je voulais vous demander quelle est votre vision sur la réaction qu'a eu ce pouvoir et la gestion de la crise. Je n'ai pas compris. Sur le... Quel est votre avis sur la réaction qu'a eu le pouvoir face à cette crise, qui est un peu inhabituelle? La crise des Gilets jaunes, c'est ça? Ah, la crise des Gilets jaunes. Oui, j'ai cité vos chroniques. Oui, oui, j'en parle un peu dans mes chroniques. Ben, moi, j'ai beaucoup de mal à cerner, en fait, ce mouvement. Parce que il y a de vraies raisons pour ce mouvement. D'une part, je pense que on en parlait tous les deux dans la voiture tout à l'heure, parce que je demandais à Olivier ce qu'il en pensait. J'étais malin, je lui disais pas ce que j'en pensais, moi j'ai demandé ce qu'il en pensait lui. C'est sûr que ça c'est le début d'une carrière politique. Non, si vous voulez, c'est évident, enfin moi qui étais dans les affaires et qui dirige des entreprises, qui a été dans le capitalisme, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe depuis des années d'une façon de plus en plus dramatique avec l'avènement du numérique où se crée de la valeur sur laquelle on ne paye pas d'impôts, puisque tous les géants du numérique sont dans des paradis fiscaux. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a une disproportion. Pour moi, je parle sur le plan macroéconomique, là c'est l'ancien prof de finance qui vous parle, mais je trouve qu'il y a une disproportion entre la rémunération du capital et la rémunération du travail à l'échelon mondial qui est frappante. Donc ça c'est un premier point. Donc à partir de là, c'est vrai que le travail est plutôt mal payé par rapport à la rémunération des capitaux. Moi j'ai vécu ça quand j'avais ma compagnie, je voyais quand je faisais des augmentations de capital, combien les hedge funds me demandaient de taux de rentabilité, c'était monstrueux, alors qu'on est aujourd'hui sur des taux à 50%, à 20%, eux ils demandaient 25% de retour sur investissement, donc si vous demandez 25% de retour sur investissement, évidemment vous ne pouvez pas payer le travail, c'est une évidence. Donc là je crois qu'il y a une crise majeure. Et à partir de là, il y a une crise majeure entre la campagne et les villes, que moi j'ai vraiment ressenti. Moi j'étais très étonné que ça ne soit pas arrivé avant, parce que je le sentais quand j'allais beaucoup en Dordogne. Et je voyais ces gens qui se faisaient des 50, 80 km par jour pour aller travailler, et qui en même temps, il n'y avait plus de train, les petites gares étaient supprimées, il y avait... il y a eu une sorte de désert qui s'est créé avec des gens qui se sont sentis totalement marginalisés. Donc il y a une souffrance, et cette souffrance-là, moi, je ne suis pas un homme politique, mais je la comprends, et je comprends qu'il y a une solitude de plus en plus grande chez de plus en plus de personnes, parce qu'on est dans un système économique qui est quand même finalement assez déroutant. Moi je pense qu'on est au bout de l'expérience je dirais industrielle qu'on a eue depuis tant d'années, d'abord parce qu'on est au bout écologiquement, et puis on est au bout de cette expérience matérialiste qui nous conduit dans le mur. À un moment, il va falloir retrouver un peu de spiritualité et un petit peu s'élever, sinon on ne s'en sortira pas. Et par ailleurs, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a évidemment des gens qui m'exaspèrent, parce que c'est des gens qui, pour moi, représentent tout ce que la société crée aussi, c'est-à-dire des gens qui, sous prétexte qu'avec Internet on peut avoir accès à plein de choses, ont une opinion sur tout alors qu'ils n'ont pas la formation pour l'avoir, ils n'ont pas eu la réflexion pour l'avoir, et qu'en plus il y a des gens visiblement très portés par l'extrême droite, par, comment il s'appelle, Gauthier, Dieudonné. Oui, Dieudonné, enfin il y a toute une engeance là qui tourne autour de ça.
qui est pas très saine. Donc aujourd'hui, moi j'ai un peu de mal à... Alors après, pour répondre à votre question, comment est gérée la crise, moi je pense... Bon, il se trouve que je suis très proche de Hulot pour différentes raisons, et depuis longtemps je connais très bien, et en plus on va habiter l'un à côté de l'autre dans pas très longtemps. Et Hulot, j'en avais parlé avec lui quand les premières mesures d'écologie sont arrivées, je lui dis mais... Et il l'a dit d'ailleurs, je lui dis s'il n'y a pas un accompagnement derrière, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont penser que l'écologie c'est un truc de bobo, de genre aisé, mais que ça... Et je crois que ça, ajouté à la pression fiscale, qui est quand même très très forte en France, plus considérable que chez pratiquement tous nos partenaires européens. Et je pense qu'Emmanuel Macron a manqué d'expérience. C'est-à-dire n'étant pas un élu. S'il avait été maire d'une ville comme celle-ci, si déjà il avait rencontré des gens, parce que là maintenant il fait le tour, il fait des grands débats, tout ça, mais c'était avant qu'il fallait faire ça, c'était avant qu'il fallait savoir de quoi était fait le pays qu'il voulait diriger. Alors il est parti sur un élan comme ça, il a eu beaucoup de chance, tout le monde s'est dit bah, ça va tout changer, et en fait il a pas, je pense qu'il avait une méconnaissance assez profonde du vrai tissu social français. Et de ce fait-là, ça lui est arrivé avec une violence un peu exagérée, parce qu'en même temps, il vient d'arriver au pouvoir, et je pense qu'il n'a pas donné les bons signes. Moi, je lui avais dit par personne interposée que quand il avait fait sa campagne, que je trouvais qu'il faisait vraiment l'ami du grand capital, pour une expression marxiste. Je suis pas marxiste, je vous rassure tout de suite, mais il avait quand même un côté ami des grandes entreprises, et puis il a commis des erreurs sur l'ISF, il ne fallait pas la jouer comme ça, même s'il y avait de bonnes raisons de changer le système. Et puis je pense qu'il a été très pauvre en communication. Je connais ses premiers communicants, c'est vraiment des mauvais. Et à partir de ce moment-là, bah, il s'est retrouvé. C'est quand même inquiétant, parce que c'est pas un mouvement qui, à mon avis, va s'arrêter comme ça. J'ai répondu. Même si c'est pas vous qui l'écrivez, est-ce que vous pensez que le mouvement des Gilets jaunes, ça peut être un beau roman? Même si c'est pas vous qui l'écrivez, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, ça peut être un roman aussi? Quand même. Non, mais il y a des choses intéressantes sur la démocratie, sur c'est quoi la démocratie et comment elle doit évoluer. C'est vrai qu'on a un système qui consiste au premier tour, on a quelqu'un qui fait 25%, on va dire au mieux, et qui ensuite se trouve projeté au deuxième tour, et après dirige le pays avec une assise qui est d'un quart des votants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. Donc cette légitimité-là, elle ne vaut que si on élargit le spectre. C'est-à-dire qu'on va, ce que quasiment aucun président n'est arrivé vraiment à faire, enfin, en tout cas chacun donnait un peu l'impression d'élargir le spectre, et finalement ça pose le problème des institutions, c'est clair, que la représentation aujourd'hui, avec la déstabilisation, ça j'en parle évidemment, que crée le numérique, et la manipulation des opinions qu'il y a à travers le numérique, on est dans une période très compliquée. Monsieur le maire. Oui, pour quitter cet horizon politique, il y a quelque chose qui est fascinant chez vous, enfin il y a plein de choses fascinantes, mais il y a quelque chose qui est fascinant, c'est la tension qu'il y a entre, d'un côté, vous êtes un homme Shiva, vous avez des bras partout, vous faites de tout, vous avez trompé au niveau de plein de choses, vous avez fait de l'économie, du cinéma, vous réussissez partout, donc vous êtes très actif, vous voyagez beaucoup, etc. Et puis après, il plane aussi dans votre œuvre comme un rapport particulier à la mélancolie. On a l'impression que c'est un peu le matin, on voit le brouillard qui met une planche sur toute votre œuvre. Alors, je voudrais bien que vous me parliez de votre rapport à la mélancolie. C'est un rapport
extrêmement intéressante. Ce que j'ai dit dans ce livre à un moment, c'est la première fois que je le disais, mais je pense être un peu maniaco-dépressif en fait. Léger, mais je n'ai jamais vu de médecin, je n'ai jamais consulté, j'ai jamais. Mais je disais ça à ma femme encore avant-hier, je dis, il y a vraiment des. Alors par chance, la période maniaque est beaucoup plus importante que la période dépressive. Mais c'est vrai que j'ai quelque chose qui vient de mon enfance en fait, qui est là parce que mon grand-père était défiguré, parce que mon père était paralysé, parce qu'il y a eu des drames autour de moi sans arrêt pendant l'enfance, donc je me suis constitué en défense contre le drame. Voilà, ça c'est. Alors ce qui n'empêche pas que je sois assez joyeux, assez gai, que j'aime bien rire, que j'aime bien. Et que j'aime bien la compagnie de mes amis. Et je ne me prends pas pour un écrivain, donc en fait j'ai une vie très agréable parce que justement je ne suis pas dans ce milieu-là, et que je fais plein de trucs. Mais c'est vrai que j'ai des moments de. Vous savez, comme de frein moteur. Il y a des moments, il y a une espèce de frein moteur qui se met, d'un seul coup je vois tout en noir, et je me dis, on est foutu, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, je me dis, c'est fini pour eux, ils n'y arriveront pas, c'est pas possible, le monde court à sa perte, et puis après ça va mieux. Et du coup je me soigne en travaillant, du coup je me dis, tiens, je vais trouver une autre idée de livre, ça va me remettre sur pied, donc du coup en fait, je soigne ma mélancolie par le travail acharné, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, tout le temps. Et en même temps avec une vraie disponibilité le soir pour tous ceux qui le souhaitent. Mais c'est vrai que cette mélancolie, je pense, pour être vraiment sérieux, qu'elle tient essentiellement à la maladie de mon père et à sa mort prématurée, qui ont été pour moi des... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne suis jamais arrivé à écrire de livre là-dessus, sur cet homme assez incroyable qui, venant d'une famille pauvre, mais d'une pauvreté absolue, et atteint de la poliomyélite, comme on dit, quand même devenu un des plus grands physiciens nucléaires français. Malheureusement, la maladie l'a rattrapé, l'a débordé, et il est mort jeune. Et je pense que tout ça, ça a créé dans mon enfance une différence qui faisait que déjà enfant, j'étais très mélancolique et très en retrait par rapport aux autres enfants, avec un sens de l'amitié très fort mais très ciblé. C'est pour ça que quand je suis arrivé aux États-Unis où tout le monde est ami avec tout le monde et avec personne, ça m'a paru extrêmement bizarre, si vous voulez, ce côté hey Mark, ouais, mais bon, derrière rien. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, donc cette espèce de manque de consistance qu'il peut y avoir dans les rapports humains. Et donc, oui, après j'ai eu d'autres drames encore plus terribles, et tout ça, j'ai géré, j'ai toujours géré, et en même temps ça crée un fond de tristesse, quelque part, probablement, mais qui n'a pas le dernier mot, voilà, qui n'aura jamais, je pense. Pour répondre à votre question. C'est dommage parce que je trouve que c'est une belle conclusion. Oui, je vais vous laisser à vos lecteurs maintenant. Enfin, vous y êtes déjà, mais je vais laisser signer vos livres. Je vais vous remercier, Marc, de vous être prêté à cet exercice qui n'est pas toujours très simple. Je trouve que c'est un beau moment.